Je suis très peu doué pour les auto-présentations, donc je ne vais pas faire de CV trop long. Effectivement, je viens de publier un livre qui s'appelle Cholari Cocovirus, qui est consacré, comme son nom l'indique, de manière un peu sardonique aux deux dernières années, 2 années qu'on vient de passer. Quand je fais des conférences, j'ai créé depuis quelques mois ce que j'appelle les conférences dialogiques. C'est-à-dire que j'improvise toujours, même si c'est un peu comme dans le jazz, on va improviser, mais on a quand même un petit thème, une petite mélodie autour de laquelle on va tourner. Et comme l'intitulé de ma conférence l'indiquait, aujourd'hui ça sera la crise du concept de vérité dans la modernité chez Nietzsche. Et donc toutes mes vidéos, et uniquement les vidéos de conférences, donc les conférences dialogiques, ça veut dire je fais une introduction de 30 minutes, 40 minutes, ni trop long ni trop court, et après j'aime beaucoup interagir avec le public, j'aime beaucoup les questions-réponses. Donc ça nous renvoie un petit peu aux origines de la philo, c'est-à-dire le débat sur les mérites respectifs de l'écrit et de l'oral avec Platon et Socrate, et ça se poursuit jusqu'aux polémiques entre Lacan et Derrida, par exemple. Lacan et Derrida, et Socrate et Platon, dont je parlerai dans cette conférence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que effectivement l'écrit a beaucoup de mérites pédagogiques, mais l'oral aussi. Ce que j'aime beaucoup avec l'oral, c'est que vous êtes obligé, sans rien préparer spécialement, même si je réfléchis beaucoup à mes conférences toute la journée quand je dois les faire, c'est vraiment l'anamnèse, ça veut dire prouver qu'au jour le jour, au quotidien, votre philosophie vous habite. Vous êtes incarné un petit peu par votre philosophie. C'est-à-dire si vous voulez la version, complète, œufs au plat, jambon, fromage, vous achetez à la fois le livre et vous allez voir les conférences dialogiques sur mon site, voilà. Et justement sur mon site je mets toujours que les conférences, je mets jamais les interviews ou les débats, parce que les interviews et les débats c'est jamais centré sur mon travail philosophique à proprement parler. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de cette crise de la vérité dans la modernité depuis Nietzsche, cette crise du concept de vérité dans la philosophie depuis Nietzsche? C'est que, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et que, effectivement, depuis 2 ans, un certain nombre de questions se sont posées par rapport à la crise de la vérité. On ne va pas dire dans le monde occidental, parce que ça a été mondial, ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On peut soutenir que certains pays qui, justement, ne sont pas occidentaux, s'en sont plutôt mieux tirés que nous, et qu'effectivement, la crise que l'Occident philosophique, ce qui est un pléonasme parce qu'il y a de philosophie occidentale, vit depuis au moins Nietzsche. On aurait pu historiser, périodiser la chose autrement, on aurait pu parler de Hegel, par exemple, sur la question de la contradiction chez Hegel. Mais je commence avec Nietzsche, parce que chez Nietzsche, il y a un côté prophétique. C'est un penseur évidemment génial, auquel je suis très opposé dans mon travail, mais je le relis sans cesse, parce que par exemple, c'est un maître, c'est un génie absolu du style. Ce qui est de l'écriture, je suis toujours à l'école de Nietzsche, et j'aime beaucoup me frotter à ces concepts, les déconstruire, combattre avec eux, etc. Et c'est vrai que c'est Nietzsche qui a induit cette espèce de crise de la notion de vérité, de crise du concept de vérité, qui est le concept quand même central de la philosophie, en instaurant ce qu'il appelle le renversement de toutes les valeurs. Et j'imagine qu'ici, il n'est pas difficile de deviner qu'il y a un public très versé dans la spiritualité, et que cette question de l'inversion de toutes les valeurs, vous savez que Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle L'Antéchrist, par exemple, c'est Nietzsche qui a instauré cette notion du surhomme qui est en train de se concrétiser, pas du tout comme il aurait cru, je pense même l'inversion de toutes les valeurs qui verrait ce que ça donne aujourd'hui. Il se réveillerait de sa tombe et il disait non, c'est pas du tout ça que je voulais. En sorte que cette inversion de toutes les valeurs qu'on vit depuis 2 ans, c'est comme si ça remettait certaines valeurs sur leur pied. Par exemple, vous me parlez de la notion de bien il y a 2 ans, je vous aurais dit, écoutez, moi je ne m'occupe que du mal, ma philosophie c'est une philologie du mal, etc.
Et là, ce que j'observe depuis 2 ans, c'est une sorte de manichéisme presque pur dans ce qui se passe au niveau de la médecine, de ce qu'on appelle la science, de manière très, très impropre, parce que la médecine n'a jamais été une science. Donc cette crise de la vérité chez Nietzsche, c'est vraiment ce renversement de dire le mensonge est supérieur à la vérité, la tricherie est supérieure à la loyauté, la corruption d'une certaine façon est supérieure à l'intégrité. Et là, au niveau de ce qu'on a écrit depuis 2 ans, on a été servi de manière tellement exemplaire qu'on assiste à une sorte de renversement, du renversement que proposait Nietzsche. Par exemple, un philosophe très connu avec qui je co-dirigeais une collection, qui s'appelait Jean-Luc Nancy, qui est mort l'été dernier, il n'arrêtait pas de me citer la phrase de Nietzsche maintenant que nous avons supprimé le monde des apparences, nous avons aussi... Maintenant, c'est le contraire, que nous avons supprimé les mondes... les arrière-mondes, c'est-à-dire le monde de la vérité platonicienne ou chrétienne, c'est-à-dire il y a une vérité derrière les apparences, et ben on a supprimé aussi les apparences. Et pendant 20 ans, je me suis demandé, Jean-Luc citait très souvent cette phrase, et à la fin de sa vie, avec Jean-Luc, c'était vraiment pas simple les discussions, et aujourd'hui, je me suis demandé ce que voulait dire cette phrase, et aujourd'hui, je sais ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire strictement rien. Donc, ma philosophie a vraiment... un travail bien avant cette crise du cholaricovirus, comme je l'appelle, de refondation, effectivement, du dialogue entre vérité et mensonge, entre réel et semblant, etc. J'en parlerai dans une autre fois, dans une autre conférence. Là, je vais parler de ceux qui, après cette crise nietzschéenne de la vérité, ont essayé de sauver le concept de vérité, contre cette espèce de promotion comme ça du simulacre, de la séduction, du semblant, de l'art contre la science, ça c'est un motif très important de l'unichéisme. Eh bien, il y a des philosophes qui sont arrivés, qui sont au nombre de 4, dont un n'est pas exactement philosophe, c'est un psychanalyste, c'est Lacan, qui ont essayé, contre cette crise de la vérité, d'en renouveler le concept. Et le tout premier d'entre eux est probablement le plus important, même si les 3 autres enrichissent son raisonnement, c'est Heidegger, qui pour des raisons très longues à expliquer, mais qui ont en partie lié tout de même avec sa compromission avec le nazisme, que moi, contrairement au théorie référaire de Heidegger, je n'ai jamais sous-estimé sa compromission avec le nazisme, ni son antisémitisme. C'est-à-dire, il y a déjà 15 ans, j'ai écrit vraiment sur l'antisémitisme chez Heidegger, c'est-à-dire tous les Heideggeriens ne s'intéressent jamais au concept de sacrifice chez Heidegger. Il y a déjà 15 ans, évidemment, c'est tellement scandalisant pour les Heideggeriens bon temps qu'ils n'ont pas voulu examiner mes observations, bien avant que les cahiers noirs sortent. Il ne peut plus faire aucun doute pour personne que Heidegger, en plus de son adhésion très profonde au nazisme, encore en 1943, il disait Hitler et Mussolini sont les 2 seuls à pouvoir sauver l'Europe du nihilisme. Je donne exprès cet exemple très choquant et très extrême de Heidegger, c'est-à-dire que c'est tous ces philosophes, parce qu'après je vais parler d'un autre extrême qui est Alain Badiou, dont j'ai été très proche, mais qui a beaucoup fait aussi pour renouveler le concept de vérité. Parce que c'est des gens qui ne sont pas, on peut les juger moralement extrêmement condamnables, etc. Mais ça n'enlève rien à leur génie philosophique, au fait qu'ils aient eu des aperçus géniaux sur un certain nombre de thèmes qui dépassent leur petite subjectivité, souvent maladroite. Chez Heidegger, la manière dont il sauve, Heidegger, justement à cause de son adhésion au nazisme, parce que les nazis avaient quand même... la référence à Nietzsche était extrêmement importante, la référence au surhomme était extrêmement importante, et donc Heidegger, comme il ne pouvait pas parler trop frontalement contre le nazisme, même si, comme je vous l'ai dit, en 1943, il disait encore du bien de Hitler, donc tout ça est très compliqué, comme aujourd'hui, les choses... La philosophie n'est pas du tout là pour simplifier, elle est là pour nous ouvrir à la complexité des choses. Et c'est vrai que le débat extrêmement complexe qu'il y a entre Heidegger et Nietzsche a pour point central, pour moi, la question de la vérité. C'est-à-dire contre cette promotion un peu
diabolique, perverse de Nietzsche, de la supériorité du mensonge sur la vérité, de la supériorité du simulacre sur l'original, etc. Heidegger essaye de penser autrement la vérité. Et pour penser autrement la vérité, ce qu'il fait, il ne se projette pas en avant, il ne projette pas un nouveau concept de vérité, il se projette en arrière. Il revient avant Platon, avant Platon et Aristote, il revient au présocratique, à Héraclite et surtout Parménide, et il ressort le nom grec de la vérité qui est aletheia. Vous allez voir, c'est très intéressant sur ce qu'on vit depuis 2 ans. Il s'agit de faire la connexion entre les deux et de faire un peu de philosophie pratique. C'est-à-dire l'aletheia, c'est le nom grec pour la vérité, et c'est une sorte d'unité contradictoire entre le dévoilement et le voilement. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose se dévoile, on vous voile quelque chose au même moment. Et c'est une sorte d'unité conflictuelle entre les deux. C'est ça le concept, et c'est comme ça que Heidegger, assez génialement, renouvelle le concept de la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est plus le tiers exclu d'Aristote. Ça, par exemple, la tradition américaine de la philosophie, qu'on appelle la tradition analytique, eux, ils restent dans une définition extrêmement carrée de la vérité. Quelque chose est soit vrai, soit faux, c'est soit noir, soit blanc, etc. Les philosophes, les grands philosophes européens ont plutôt, parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la tradition occidentale, essayé de renouveler de manière complexe la question de la vérité. Heidegger a été le premier en disant que c'est plutôt un conflit entre le mensonge et ce qu'on appelle justement la vérité. Chaque fois que quelque chose se montre, pensez à ce qui se passe depuis 2 ans, il y a une pandémie mondiale. Alors au début on dit oui, c'est vrai, c'est ça qu'on nous montre, et au fur et à mesure il y a quelque chose qui se dévoile qui n'est pas du tout l'histoire narrative qu'on nous raconte. On peut l'illustrer encore autrement. On a quand même un peu l'impression que, effectivement, par rapport à ce narratif officiel, à cette lumière, justement, parce que Heidegger renvoie à Parménide, un des premiers philosophes, et Parménide, la notion de vérité, c'est vraiment un jeu incessant entre le jour et la nuit. Pardon, je suis un peu déconcentré. Et une autre façon encore d'illustrer cette unité de voilement et de dévoilement qu'est la vérité, c'est les gens qui ont organisé cette espèce de grande mise en scène pandémique depuis 2 ans. Ça fait des décennies en réalité qui programment ça, qui programment une espèce de contrôle des masses à travers ce que Michel Foucault, dont je parlerai peut-être un petit peu aussi, je n'aurai pas le temps de tout parler, appelait biopolitique. C'est vrai que ces gens auraient bien aimé rester cachés. Ils auraient bien aimé rester cachés, et en fait non, ils se sont totalement dévoilés sans le vouloir, en essayant de nous vendre une espèce de lumière qui en réalité était l'obscurité. Puis inversement, des gens un petit peu clandestins comme nous, qui en tout cas ne sont pas dans les médias mainstream, qui ne sont pas proches des politiques gouvernementales, ni même des partis d'opposition représentatifs. Et moi, je ne viens pas exactement du même bord politique à la base que Pierre-Yves, mais c'est ça qui est très passionnant dans cette question de dévoilement de la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. On fait des rencontres totalement imprévues, on a des expériences, on est en train de sortir tous de notre zone de confort, et voilà. Voilà ce que, très concrètement, Heidegger a essayé de penser, de renouveler sur la question de la vérité. Dans mon travail, le second penseur qui a essayé de sauver contre beaucoup de monde, par exemple, je fais un petit crochet, ce qu'on a appelé la pensée de la différence, la philosophie de la différence, des fois on l'appelle la pensée 68, c'est-à-dire Deleuze, Foucault, Derrida, etc. Il y a une grande, dans la filiation nietzschéenne, une grande mise en cause de la question de la vérité. Deleuze disait, moi je n'ai pas besoin de la notion de vérité, vive le simulacre, vive le mensonge, vive la puissance du faux, etc. Foucault disait un petit peu la même chose, même si à la fin de sa vie, il a un petit peu changé avec une notion très intéressante qui s'appelle les parésias. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les complotistes, pour moi, c'est un petit peu les parésias. C'est-à-dire, parésias, en grec, ça veut dire celui qui dit tout, ou celle qui dit tout, parce que c'était très souvent des femmes. C'est très souvent Antigone ou Électre, etc. Donc, parésias chez les Grecs, et ça, à la fin de sa vie, Foucault, il a dit non, il faut quand même la vérité. Derrida, c'est pareil, il a fait tout un truc... Tout n'est qu'interprétation, le sens c'est quelque chose de complètement erratique, la vérité on sait pas ce que c'est. Et puis, bon, quand même, à la fin de sa vie, Derrida a dit non, il faut quand même sauver la vérité, on ne peut pas s'en passer.
Donc même si ces penseurs m'ont beaucoup, je dirais pas influencé, mais je les ai beaucoup lus, si peut-être Derrida m'a un peu influencé, moi je me suis intéressé effectivement aux philosophes, après Heidegger, qui ont essayé, aux penseurs, de sauver la vérité. Donc après ce raisonnement de Heidegger sur cette unité clivée, qui n'est pas une dialectique, qui est une sorte de jeu incessant, et de guerre aussi, parce que ça fait des morts, comme on l'a très bien vu depuis 2 ans, entre voilement et dévoilement, je me suis intéressé à Lacan. Et Lacan, qui dans Radiophonie disait, alors Radiophonie c'est un entretien, mais c'est un entretien écrit par lui-même, donc les questions sont écrites par lui et les réponses, c'est un faux entretien, qui a été enregistré, comme son nom l'indique, Radiophonie. Et à un moment, le faux intervieweur demande à Lacan, Monsieur Lacan, en quoi savoir et vérité sont-ils incompatibles? Et Lacan répond, pour vous répondre comme il me vient, rien n'est incompatible avec la vérité. La vérité, on crache dedans. La vérité, on pisse dedans. Et dans mon livre Référence de philosophie, où il y a 300 pages sur la question de la vérité, qui m'a demandé des années de travail, des discussions, de lecture, je dis, c'est pas, on chie dedans, on vomit dedans, on a ses règles dedans, on fait tout avec la vérité. Et ça, c'est une discussion, c'est une distinction extrêmement importante qu'il y a dans l'histoire de la philosophie, qui est une distinction, effectivement, entre savoir et vérité. Ça existe dès Platon, c'est-à-dire dans le Thèse de Platon, Socrate dit, il le dira jusqu'au bout, il mourra en disant « je sais que je ne sais rien ». C'est-à-dire Socrate, c'est quelqu'un qui va voir tout le monde, qui va discuter en disant « chacun a un savoir ». Le médecin a un savoir, le mathématicien, il mettait les mathématiciens plus haut que les autres, on va y venir, a un savoir, le médecin a un savoir, etc. etc. Il dit « moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité ». C'est-à-dire, de ce savoir, il y a quelque chose qui résulte, qui n'est pas tout à fait le savoir, et qui est la vérité. Et il se compare comme ça à sa mère, qui était une sage-femme, et il disait, tu sais, Tétète, ma mère, c'était la meilleure sage-femme d'Athènes, c'était une accoucheuse absolument hors pair, et elle avait, grâce à ça, un second don, une sorte de seconde nature, qui était d'être une super maquerelle, c'est-à-dire elle formait des très très bons couples. Et il dit, ben, tu vois, moi, ce que ma mère était pour les corps et pour la sexualité, moi je suis pour les âmes. C'est-à-dire, non seulement je fais sortir, quand je vois quelqu'un qui a un petit problème, c'est un peu comme la psychanalyse, comme par hasard, comme Lacan, qui a un petit problème par rapport à son propre savoir, ça veut dire que ça accouche d'une espèce de truc, il est enceint, mais ça n'arrive pas, parce que c'était que des mecs, hélas, enfin, il y a un peu d'iotyme dans le banquet, mais sinon c'était vachement entre mecs, comme dit un certain magazine, qui, moi, mon rôle, c'est de sortir la vérité du ventre de quelqu'un. Et ce que dit cette phrase de Lacan, et dans tout le travail de Lacan, c'est qu'effectivement, ça sophistique un petit peu ce que disait Heidegger, c'est que la vérité au sens moderne, c'est une lutte entre les savoirs exacts et les mensonges. C'est-à-dire là, depuis 2 ans, on l'a observé extrêmement bien. On a eu les médecins de plateau télé, on a eu notre ministre de la Santé, qui pour moi est le menteur le plus éblouissant qu'on ait vu de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire le mec, Olivier Véran, c'est absolument un sketch. C'est extraordinaire, voilà, c'est un virtuose. Il y a plein de vidéos comme ça parodiques qui circulent sur le net sur sa capacité à mentir. Là, je suis en train d'écrire un livre où je cite des discours entiers de ce type, parce qu'il faut vraiment qu'il passe à la postérité. Les leaders de Davos n'ont pas raté, parce qu'il n'a pas le CV de Macron. Le CV de Macron, on pourra en parler aussi. Quel CV, d'ailleurs, sur la question du mensonge. Voilà, sur ces questions du dévoilement de la vérité. Moi, il y a une science, on va très vite parler de science qui me passionne en ce moment, alors que je déteste tout ce qui est revue People, Voici, Gala, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je dois dire que la brigittologie, cette science naissante, me passionne. Il y a vraiment un blogueur, je peux vous donner la référence, qui de manière très pondérée, très équilibrée, le pour, le contre, l'exact, le mensonger, les fausses pistes, etc. Et c'est ça que vous devez comprendre sur le déplacement moderne de ces quelques héros philosophiques, ces héros de la pensée, qui ont essayé de sauver le concept de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ce qui est exact, de l'autre côté ce qui est faux. Quand on raisonne aujourd'hui philosophiquement, mais en réalité Heidegger, Lacan, on prouvait que c'était dès les origines de la philosophie, dès Platon et même dès Parménide, c'est que c'est vraiment une lutte entre ce qui est exact et ce qui est mensonger. C'est vrai que la biographie de Macron, la biographie
fille de son épouse. Il y a beaucoup de choses qui sont très douteuses, qui sont très incertaines. Il y a des photos, c'est pas crédible. Il y a des histoires, c'est pas crédible. Il y a des histoires, si c'est vrai, c'est problématique. C'est-à-dire, si Emmanuel lisait à 8 ans Le Roi des Aulnes, un petit problème. Enfin, on ne fait pas lire Le Roi des Aulnes à un gamin de 8 ans. Bon, petite parenthèse, on passe à autre chose. Sur ce conflit, voilà que Lacan est le premier à pointer, ça veut dire que quand il dit la vérité, on pisse dedans, la vérité, on crache dedans, ça veut dire que vous aurez beau être le meilleur infectiologue du monde, on s'en fout, vous êtes le meilleur cardiologue du monde, quelqu'un que j'admire beaucoup, Peter McCullough, on s'en fout, et vous allez croire, inversement, un mauvais informaticien qui déjà, depuis des décennies, nous vend des logiciels comme ça, qui pourrissent complètement nos ordinateurs et qui font l'obsolescence programmée. Il met des virus dans ses ordinateurs pour vendre des antivirus, c'est bizarre, il faisait déjà ça, et puis maintenant il fait sur les corps. On écoute comme ça une sorte de type qui a un nom de mafieux aux États-Unis. On met hors concours tous les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques, le meilleur virologue du monde, prix Nobel, etc. On le traite de vieux gâteux complètement séniles. Et inversement, des hommes et des femmes sandwich qui n'ont pour eux que d'être très très bien payés par l'industrie pharmaceutique sont là pour nous dire la vérité. Donc vous voyez, entre Heidegger et Lacan, ce déplacement entre savoir ce qui est exact et puis les menteurs. Et malheureusement pour nous, la vérité, c'est plus... C'est-à-dire, moi, pour parler un peu philosophiquement, en tant que sujet éthique, je serai toujours du côté de ceux qui disent le véridique, de ceux qui disent l'exact, de ceux qui sont les hommes de savoir. Mais le concept de moderne de vérité, et c'est ça qui est extrêmement profond, c'est vraiment le conflit de plus en plus violent entre ce qui est exact et ce qui est mensonger. Et ça m'amène à un troisième philosophe qui m'influence beaucoup, qui s'appelle Reinhard Schumann, qui n'est pas très connu, qui est le meilleur commentateur de Heidegger qui ait jamais eu, mais il est un peu maudit, sa philosophie, c'est noir de chez noir, il n'y a plus d'espoir. Même moi qui suis très négativiste, des fois j'essaye de mettre un peu de... Mais c'est ça le paradoxe des 2 années qui vient de s'opposer, c'est-à-dire que ça prouve tellement le négativisme, le pessimisme le plus extrême, qu'à la limite on redevient possible. Comment dire, optimiste, moi je suis très affirmatif. Comme je sais que je peux mourir ce soir, ben, je m'en fous. Quand les gens vont s'évanouir parce que j'ai pas de masque dans le bus, je comprends qu'en fait, ils n'ont pas eu de vie. Moi, je suis très content de ma vie, je peux m'éteindre maintenant, il n'y a pas de souci, je vais continuer. C'est ça que j'ai compris avec ces 2 années qui viennent de s'écouler. Et Schurman, en grand commentateur de Heidegger, aura une phrase pour moi sublime qui dira « La conflictualité sans accord qu'est la vérité ». Et c'est ça. C'est encore une radicalisation de ce qu'il y a chez Heidegger et chez Lacan. C'est-à-dire que la vérité, désormais, c'est vraiment une espèce de... Schurman le fait en revisitant, donc il va encore plus loin que Platon, déconstruction Platon et Aristote, revenir au présocratique, il va tout simplement à la tragédie grecque. Et c'est vrai que les tragiques savaient quelque chose sur notre condition. J'aurais pu, comme je l'ai dit au début, parler de Hegel, c'est-à-dire la partie liée qu'à la vérité avec la contradiction. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans mon travail, c'est que, pardon de la... c'est qu'il n'y a que l'être humain qui soit contradictoire. Regardez ce qui se passe depuis 2 ans avec toutes ces injonctions contradictoires dont on nous bombarde sans cesse. Mettez un masque, on ne le mettez pas, sortez 6 km, 10 km, faites une auto-attestation pour sortir. Prenez une potion expérimentale qui n'a même pas été traitée sur des rats, voilà. Ça veut dire pour la toute première fois, je crois, de l'histoire de l'humanité, je veux dire, la chute de l'Empire romain à côté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même la petite pierre. Hein. Moi, redonnez-moi Néron, redonnez-moi Caligula, redonnez-moi Heliogabalus, je préfère ça à Bill Gates, Tony Fauci, Joe Biden, Macron, Trudeau, le gouvernement australien tout entier, c'est les pires. Le ministre, non, la ministre, pardon, néo-zélandaise, elle est vraiment terrible. Voilà. Donc, c'est cette question chez Reinhard Schumann de ce qu'il appelle le différent. Ça veut dire que c'est quand 2 discours, et ça on l'observe très bien depuis 2 ans, ça veut dire
Vous connaissez peut-être ce mathématicien que j'admire beaucoup, Vincent Pavant, qui a déconstruit les modélisations, qui nous annonçaient que cette pandémie allait faire des 500 000 morts en France et des dizaines de millions dans le monde entier. Et ça fait 20 ans, 30 ans que ce type, qui est comme par hasard payé par Bill Gates, fait des modélisations qui annoncent des apocalypses qui adviennent jamais. Mais bon, comme il touche des dizaines de millions de Bill Gates, que c'est un des principaux conseillers de l'OMS, voilà. Tous ces mensonges passent et structurent depuis 2 ans quand même la vie collective de manière absolument scandaleuse. Et ceux qui disent la vérité, comme Vincent Pavant, qui s'est fait mettre à pied de son université depuis 1 an et demi, c'est un mathématicien très très haut niveau, Vincent Pavant, il a déconstruit toutes ces modélisations en démontrant que c'était vraiment des mathématiques de bazar. Voilà, il a été mis à pied parce qu'il ne voulait pas, il disait je ne porte pas le masque et vous, mes élèves, ne portez pas le masque. Voilà. C'est la science d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de virer un prof de mathématiques parce qu'il ne veut pas porter le masque. Et c'est vraiment son livre avec Ariane Bilran s'appelle Le débat interdit, et c'est vraiment cette illustration de ce concept que je travaille depuis longtemps, qui est le différent de Rainer Schurman, c'est-à-dire 2 discours qui sont absolument incompatibles. J'ai discuté un petit peu avec Perron qui a dit, parce qu'il connaît Delfrécy, organisons dans les médias un débat contradictoire pour pas. Non. Donc vous voyez, c'est encore une aggravation des 2 versions de la vérité que je vous ai donnée. C'est le différent. C'est-à-dire que quand 2 discours sont devenus total, si ils parlent tellement pas le même langage. Moi j'ai un ami, c'est pas du tout un intello. Il a dit, maintenant, il y a 2 mondes. Il y a des gens qui vivent dans un certain monde et il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Et donc, pour ne pas être trop long, parce que je vous ai dit, j'aime beaucoup, moi je jette des bases et après on dialogue, il y a eu mon ex-maître Alain Badiou. Bon, là, je viens de lui consacrer un texte assez massacrant dans François, et je vais en faire un petit livre encore plus massacrant. Donc je suis en pleine contradiction, après un homme, vous voyez la vérité, c'est un peu en abîme, c'est-à-dire, et là je vais quand même défendre le concept de vérité chez Alain Badiou, qui était un grand disciple, on peut le dire, de Lacan, c'est-à-dire il a essayé de radicaliser la conception de la vérité de Lacan, et chez Badiou c'est absolument fascinant comment fonctionne la vérité. D'abord il donne aussi, il y a un petit côté coquinou qu'il voit, donc la vérité il lui donne le signe féminin, ça s'appelle le signe comme ça. Et pour lui, c'est une espèce, il appelle ça un ensemble infini, c'est-à-dire que c'est une construction infinie, on n'en finit jamais avec la vérité. Il n'y a pas de vérité finie. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la vérité, c'est toujours collectif, c'est-à-dire, pour cerner la vérité, il faut donner des arguments de plus en plus sophistiqués. Et tout ça, c'est très mathématisé, donc je vous dis, là on est à l'oral, mais vous pouvez aller à l'écrit. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Événements et répétitions, où je fais les formules mathématiques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est complexe, mais pas compliqué. Même des gens qui n'ont pas eu de formation mathématique peuvent comprendre. Mais c'est une manière d'ajouter, je vous parlais par exemple de la brigittologie, c'est-à-dire d'ajouter un indice, plus un indice, plus un indice. Et il y a des gens qui vont avoir des indices différents, c'est-à-dire même des gens qui sont en direction, qui disent des choses exactes, ils vont diverger juste sur un petit point. Et la vérité fonctionne comme ça. Vous voyez, on essaie de la cerner, de l'entourer. Et il y a aussi les menteurs, les gens qui disent non, ça c'est pas vrai, ces gens-là racontent des bobards, c'est nous qui disons la vérité, alors qu'évidemment ils racontent un conte de fées depuis longtemps. Que ce soit la pandémie, que ce soit le couple, je sais pas, Géronto, pardon, c'est la vérité chez Badiou, c'est vraiment ce conflit général, et c'est pour ça que c'est là-dessus que je termine, c'est très schizophrénique, mais la vérité est un peu schizophrénique. Deleuze et Guattari avaient une bonne intuition dans les années 70, quand ils ont parlé de capitalisme et schizophrénie. Moi, je parlerais beaucoup plus simplement humanité et schizophrénie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de schizophrénie chez les mouches, les fourmis, les vaches Alors, il y a la vache folle. Non, là, je suis en train d'écrire un livre de philo pur sur la folie. Ça faisait des années que je voulais l'écrire. Mais là, grâce à ce qui se passe depuis 2 ans, j'ai eu tous les arguments dont j'avais besoin pour faire un livre totalement novateur sur la question de la folie. Donc vous voyez, ce dernier
quels que soient les défauts, les égarements de Badiou, ces égarements politiques, c'est-à-dire que lui, il est à l'extrême gauche, ce que Heidegger a été à l'extrême droite, maoïsme, polpotisme, et pour finir, ben voilà, il a fait un petit texte où le confinement dès le début, il a adoré, c'est nécessaire, c'est génial, le masque, c'est super, vraiment. Et puis moi, j'aurais été Macron, la vaccination obligatoire, et ça. C'est-à-dire que là, bon, il est manifestement un peu fatigué. Par rapport à la rigueur à laquelle il nous a habitués, justement dans ce concept de vérité, que je vous assure, qui est un chef-d'œuvre par ailleurs de l'histoire de la philosophie. Donc, vous voyez, c'est un peu en abîme. Il faut s'habituer à ce que même les grands philosophes, par vanité, surtout dans le cas de Badiou, c'est encore beaucoup plus grave que chez Heidegger, puissent se tromper, puissent dire des conneries, mais que par ailleurs, il y ait des concepts à eux extrêmement précis, qu'on puisse continuer à travailler contre eux-mêmes. Et si j'ai écrit cette lettre ouverte, c'est un peu pour lui sonner les cloches. C'est vraiment une main tendue, même si évidemment on ne se voit plus depuis 10 ans, tellement ma rupture a été violente, de le sauver contre lui-même, c'est-à-dire que lui, il m'a donné un concept de vérité qui m'a amené à moi-même, parce que j'ai pas le Covid des yeux, hein, j'ai commencé à m'en prendre à Nietzsche, je finis par m'en prendre à Badiou. Donc je suis un peu mégalo, et donc moi-même j'ai proposé ma propre conception du concept de vérité. Je ferai une conférence très bientôt là-dessus aussi, qui complétera celle-ci. Et c'est vrai que, pour le dire très simplement, parce qu'évidemment c'est complexe, et là encore, je renvoie à ce mathématicien Vincent Parent, c'est très intéressant parce que Badiou travaille énormément sur les mathématiques modernes, et vraiment un débat, c'est le débat interdit justement, entre Pavant et Badiou, hein, le patient. J'ai croisé une fois Vincent, on a discuté une heure, c'était vraiment des étincelles intellectuelles incroyables. Mes deux questions sur le concept de vérité aujourd'hui, c'est qu'en est-il du concept de vérité à l'époque où la technologie peut absolument tout falsifier? Et mon livre est sorti juste au début du premier confinement. Donc voilà, Hegel disait la philosophie, c'est la pensée saisie par son temps. Et c'est vrai que, bon, quelque part, il y avait une sorte de rendez-vous, de hasard objectif, comme disaient les surréalistes, avec notre époque. Et la seconde chose plus proche de Vincent Parent, c'est l'inadéquation de principes. Et ça renvoie aux différents de Schurman. Une sorte d'inadéquation de principe, et là on entre dans une très grande complexité, donc il faut que je fasse des conférences, peut-être même écrites à part entière là-dessus, de la science avec le réel. Même les sciences dures, même les mathématiques, même la logique. C'est-à-dire Badiou, il est tellement carré, il est tellement dans la mathématique, dans la logique, que dès qu'il s'agit de biologie, médecine, etc., il ne comprend plus rien. La preuve avec ses fausses prises de position récentes. Voilà, de Mao au confinement, de Lin Piao au masque, et de Pol Pot à la vaccination obligatoire pour tous. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes pour des discussions, et j'attends vos questions et nos échanges avec impatience, que dans toutes mes conférences, c'est une partie essentielle. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.